Bonjour à tous, donc l'enregistrement va pouvoir commencer. On commence. Alors, euh, qui parmi vous a envie de nous raconter un petit peu son expérimentation, en vous demandant évidemment de couper le micro quand vous ne parlez pas pour pas qu'on entende les bruits divers et variés autour de vous. Donc, pour narrer un peu ces expérimentations, explorations, voilà, intellectuelles et conceptuelles. Les facilités, les difficultés que vous avez rencontrées. Les rappels vers ce travail, vers ces neurofonctions. Ah, c'est intéressant. Amaury, qui d'habitude se lance là, la main devant la bouche. Carole, qui souvent prend la parole et là. Au moins des rôles, peut-être la neurofonction 13, ces verbes faire, ces mots passe-partout. Le verbe faire, les mots passe-partout. Le truc, le quoi, blablabla quoi. Est-ce que vous en avez pu en attraper? Je veux bien essayer. J'ai attrapé l'équivalent en anglais, c'est-à-dire des expressions passe-partout qui n'apportent pas de valeur dans une conversation. Beaucoup, notamment lors de conversations qui portent sur des sujets très complexes. Donc, ce que j'ai pu observer, c'est l'arrivée de ces mots pour combler un espace au lieu de se taire et de réfléchir et de laisser la machine faire cheminer sa pensée. Les interlocuteurs et moi-même, si j'auto-observe moi-même, ces expressions un peu pour remplir les espaces se mobilisent. Donc j'ai réussi à en capturer, y faire attention. Ce que j'ai pu... Y faire attention. Aluminium, attention. Voilà. Mais m'y ouvrir les yeux, les auto-yeux. J'ai auto-observé la même difficulté pour ces neurofonctions que celle dont je me rappelle pour les premiers TD, c'est-à-dire une difficulté à dissocier les neurofonctions quand j'essaie d'attraper. Par exemple, si je ferme les yeux et j'essaie de capturer alors je ne sais plus, la neurofonction 14. Je veux dire, celle qui est visuelle, c'est la 10. C'est la 10, d'accord. Donc la 10, fermer les yeux, je crois que j'avais dû noter la mauvaise alors, parce que fermer les yeux et capturer et voir le chemin dans l'image, et je confonds ça avec le chemin, le fil de pensée, donc j'ai vraiment eu du mal à extirper quelle est la neurofonction que je suis en train d'attraper et d'auto-observer, ou est-ce que je suis en train de capturer plusieurs neurofonctions en même temps. Donc j'ai du mal à dissocier ça. Et alors, Amaury, est-ce que tu as travaillé, parce que c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas assez dit pendant le cours, chaque jour, c'est-à-dire le lundi, en l'occurrence le mercredi, je vais travailler sur la neurofonction 10, c'est-à-dire la neurofonction visuelle, conceptuelle, donc j'ai les yeux clos et j'essaie de me rappeler de ce que j'ai vu, par exemple, de projeter ce que je pourrais voir. J'ai essayé, malheureusement, d'Anfield, j'ai eu 2 semaines absolument atroces, donc j'ai vraiment juste mangé, travaillé, donc j'ai essayé d'en compresser plusieurs sur une même journée, ce qui a probablement pas aidé à vraiment compartimenter les auto-observations. Je dirais la seule neurofonction que je pense avoir réussi, que peut-être je trouve la plus simple à capturer ou à auto-observer, au niveau du chemin de pensée, parce que dans mon travail, je passe beaucoup de temps
à clarifier des concepts, à expliquer des concepts à des gens qui ont des positions vraiment très différentes. Donc, j'ai pu auto-observer selon l'interlocuteur, soit expliquer, aller vers un chemin, on va dire, linéaire, soit, je ne sais pas trop comment l'expliquer, un chemin un peu comme si l'idée était une boule, et attaquer cette boule par différentes, ou sphères, je devrais dire, attaquer cette idée par différents endroits pour éclairer l'idée de des différents angles pour vraiment expliquer aux gens littéralement des angles de pensée pour voir l'information comme si j'étais l'autre personne. Et aussi des moments où, avec un interlocuteur, une personne en face de moi, vraiment plus aller zoom avant, zoom arrière, zoom avant, zoom arrière. Donc, selon les gens autour de moi, l'auto-observation était vraiment différentes méthodes aux différents cheminements de pensée. C'est une fonction 9, justement, le positionnement dans l'espace, on va dire, conceptuel, intellectuel. Mais oui, bravo, parce que là, c'est très riche comme expérience que tu n'as. Oui. Alors, vers les autres, qui s'est lancé dans telle ou telle exploration de telle ou telle neurofonction? Ah oui, juste un petit mot. Et puis, dans le cas, Amaury, où tu n'as pas le temps, il vaut mieux ne pas essayer de tout vouloir travailler, mais tu choisis en fonction du temps, et c'est mieux 1 à 2 par journée, mais en essayant de les cloisonner le matin, l'après-midi, parce que sinon il y a un mélange. Alors c'est vrai qu'on a eu ce genre de problème dans les années passées, enfin forcément pas dans les années futures. Je t'observe ce que ma bouche dit, réveil en temps présent, c'est que y avait des gens qui nous disaient, je rejoins le groupe mais je suis en retard, qui arrivait avec quelques mois de retard, 2 mois, 3 mois. Donc on leur disait on va travailler mais en accéléré. Alors ce qui était en 2 semaines devient en 1 semaine. Et évidemment, on leur disait, vous pouvez fragmenter le matin telle neurofonction, l'après-midi telle autre. Comme ça, en 3-4 jours, on a réalisé l'étude d'1 semaine. Bon. Mais il est vrai que quand tu as beaucoup de travail, tu as envie, ça se comprend aussi, d'être concentré selon ta méthode habituelle de concentration. Alors que là, si tu te déstabilises, tu risques d'avoir un grand souci intellectuel et forcément professionnel et relationnel. Donc, se dire le soir, tu as envie de te détendre, devant ta chair tendre, c'est peut-être pas évident non plus. Donc, oui, c'est. De toute façon, je te rassure, parce que j'avais un message de Carole ici présente, et je lui répondais que ce n'était pas très grave si elle n'arrivait pas, et si chacun d'entre nous n'arrivait pas à travailler ces neurofonctions assez difficiles. On n'est pas habitué à être attentif, comme là je parle, être attentif à quel mouvement il y a entre telle ou telle idée, quel positionnement qui va revenir redondant sur telle idée, tout ça, c'est pas du tout habituel dans nos cerveaux. Et là, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on va avoir d'autres travaux dirigés, d'autres séances de travaux dirigés qui vont nous focaliser, ça va être le cas maintenant, aujourd'hui, sur, par exemple, les stoppages. Donc, à partir du moment où on revient, progressivement, ça devient facile. Puis ce que je voudrais ajouter à ce que vient de dire Manfine, c'est qu'avant que ça s'installe dans tous les moments de la vie, donc à chaque moment dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, dans les différents rôles, ça commence par un travail plus, je dirais, où vous êtes au calme. Et c'est dans un moment de calme, vous choisissez 10 minutes, une neurofonction. Et puis de toute façon, ne vous inquiétez pas, ça va penser en vous. Donc forcément, ça va travailler. Mais c'est aussi cette envie d'aller plus vite que ce qui est possible. Moi aussi, j'ai eu ces moments où je voulais tout d'un coup. Mais c'est pas possible. Et ce que vient de vous dire la fille aussi, c'est très bien, c'est que de toute façon, on va y revenir
y revenir encore et de toute manière pourrait nous solliciter pour des questionnements. Alors, qui d'autre a envie de prendre la parole, si c'est possible, bien sûr, s'il y en a qui nous disent je ne peux pas, je n'ai pas pensé. Dans ce cas-là, on va sur le cours suivant. Je veux parler. Moi, ce que j'ai essayé d'effectuer, c'est un repérage des thématiques que je mets en route conceptuellement de façon automatique. Donc, il y a des sortes de thèmes qui sont récurrents. Donc, et qui sont en fonction de mes préférences et de mes traces mémorielles de ma vie. En fait. J'ai rajouté le en fait. Et donc, parce que c'est une grande fête. C'est soyant, absolument. Oui. Et donc, parmi ces thèmes, il y a le vol en planeur, en ce moment des histoires d'intérêt sur les champs quantiques, je ne sais trop pourquoi. Enfin, il y a des vrais axes avec des préférences d'idées, de sous-idées qui se développent et qui me mettent sur des voies. C'est un peu comme des sortes d'intuitions où ça s'effectue un peu malgré moi, mais c'est comme des thèmes qui sont à explorer. Et donc, j'ai un esprit qui m'amène vers des thématiques et des questions et qui ensuite sont répondues par, je ne sais pas, par une discussion ou par une vidéo qui apparaît. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est une vraie curiosité, un étonnement que d'auto-observer ça chez moi. Et après aussi, l'autre difficulté, c'est de couper ce questionnement mental qui est dans les mots et qui, quelque part, peut à un certain moment m'épuiser. Et ces positionnements, avec une épuisette. Et ces positionnements, ils tournent autour de combien de thématiques? 2, 3, 4? Et tu as dit, en plus, il y a des En fait, donc, il y a des postures intellectuelles, des sous-postures intellectuelles qui rebondissent, qui reviennent. Oui, il y en a une dizaine. Une dizaine, ah oui. Une dizaine. Oui, c'est intéressant. Alors, référence toujours à ce livre-là pour qui le lit, il y a un chapitre concernant, c'est un chapitre d'Angela, concernant justement ces stoppages par rapport à des processus, notamment intellectuels récurrents, des idées fixes. Ah, si je m'occupais de ça. Ah, ça peut être en effet des thèmes passionnants, motivants, comme tu l'as dit aussi, j'avais employé le terme peut-être ton mot, émerveillant, voilà, émerveillement. Mais il y a aussi parfois des thèmes, oh là là, quel ennui, payer les impôts, je sais pas. Donc, ça j'avais déjà noté, mais je ne sais pas si c'est dans la conversation, mais quand, par exemple, il y a quelques temps, j'étais un peu fatigué, et quand je me saisissais d'un papier administratif, en fait, ma conscience visuelle se mettait à moins bien voir. Enfin, je mets pas au point. Oui. C'est une vraie phobie, une sorte de mise au point, un problème. Oui. Voilà. Ça, on ne va pas en parler parce qu'on reste sur le plan strictement intellectuel. Là, c'est visuel, qualité intellectuelle. Mais on reviendra sur des connexions parce que je raconterai peut-être maintenant quelques anecdotes quand on travaillera sur le stoppage. Justement, j'y vais puisque ça me vient tout de suite en rebond. Ce week-end, je me suis amusé à une double expérience. J'étais en train d'écouter une conférence, une même écoute, et en même temps de lire un texte par rapport à tel ou tel personnage. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir s'apercevoir comment notre cerveau est capable de dissocier clairement, là, en entrée, comment dirais-je, donc auditive puis intellectuelle et entrée visuelle puis intellectuelle. Mais bon, on parlera de connexion neuronale là-dessus dans un petit moment, mais ça peut aussi nous motiver sur la conception de la capacité qu'a notre cerveau à capturer de l'information et intellectuellement, justement, rester focalisé. Alors là, on n'est pas sur
ce qui va être redondant de façon agaçante, oh là là, il y a telle idée qui me revient en tête, mais plutôt ce qui va être redondant de façon voulue, volontaire, intentionnelle. C'est-à-dire, je décide et après, je suis en processus de je capture ça, je le conserve, c'est très clair, et à côté, je capture ci. Mais bon, on y reviendra. Alors, je me tourne à nouveau vers vous. Est-ce que quelqu'un d'autre prendrait la parole? On a eu un petit rapport sur la non-fonction 9, donc l'espace, on va dire, en termes de positionnement, l'espace mental, l'espace intellectuel, l'espace conceptuel en termes de positionnement intellectuel, conceptuel. On a évoqué un instant donc la posture intellectuelle, est parfois redondante et agaçante, et parfois, au contraire, qui peut être stabilisante pour travailler encore plus sur nous-mêmes. Qui d'autre aurait envie de se lancer? Carole. Un petit peu comme tu l'as introduit tout à l'heure, pour moi c'était une expérimentation ou un temps d'expérimentation un petit peu compliqué. J'ai eu peu de temps en fait pour le faire, ou j'ai eu le sentiment en tout cas d'avoir peu de temps pour vraiment aller dans le détail de chaque neurofonction. C'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Tout ce qui était lié au corps me semblait plus fluide, plus pas automatique, mais plus naturel. Là, c'était assez, je dirais, difficile. Et en fait, ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand je m'arrêtais quand j'essayais de capturer les mots, par exemple, que je répétais ou mes idées, ça me perturbait. En fait, c'est comme si finalement, j'avais le sentiment de m'écouter parler et c'était pas du tout naturel. Ça me perturbait complètement et ça me stoppait dans mon idée ou dans ma phrase. Donc ça, c'était assez intéressant, mais en fait, j'avais le sentiment de pas avancer. Et ce que j'ai pu mettre en avant, c'est que j'ai des mots, on va dire des mots passe-partout qui reviennent très régulièrement, donc, alors, enfin voilà, des choses de ce type c'est assez courant. Mais aussi des mots que j'ai intégrés de par ma formation et que j'utilise finalement dans mon quotidien, alors même que ce ne sont pas forcément des mots courants. Donc c'était assez amusant de m'apercevoir que finalement j'étais très imprégnée de ma culture, que ce soit familiale ou professionnelle. Et puis, qu'est-ce que j'ai pu également mettre en avant, c'était les mouvements de pensée. Alors, moi, j'avais le sentiment que ça soit c'est comme si ça jouait à saute-mouton. Donc, je passais d'une idée, enfin, du coq à l'âne, d'une idée à l'autre, et puis je revenais à une première idée. Et en fait, ça me fatiguait finalement de m'apercevoir de ça. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment on arrive à se concentrer quand les idées, elles sont brouillonnes. Et finalement, c'est le constat, enfin, en tout cas, c'est la conclusion à laquelle je suis parvenue. J'avais vraiment le sentiment que mon esprit était très brouillon. Donc ce point-là, plus le fait d'être perturbée quand j'essayais de m'arrêter sur mes neurofonctions, de m'apercevoir que je répétais, ça a été un exercice difficile parce qu'en peut-être tout simplement parce que je n'avais jamais été confrontée à cela. Et ce qui me paraissait finalement très naturel, de parler dans un flow continu, n'était pas si audible que cela.
Et en tout cas pour les autres, à un moment donné, je me suis mis à la place justement des autres, mais ce que tu es en train de dire est intéressant. Et là aussi, j'ai remarqué que je me répétais au moins 2 fois, comme pour essayer de me faire comprendre. Donc j'ai une idée que je vais dire une première fois, je vais passer à autre chose, puis je reviens sur une première idée. Donc ça a été... alors peut-être pour revenir plutôt sur le terme, non pas difficile, mais perturbant, effectivement, parce que là, j'étais dans un exercice qui touchait, ou qui semblait toucher au plus profond de ma personnalité. Donc c'est comme si c'était du poil à gratter. C'est globalement positif, hein, tout ce que tu nous dis là, et je vais laisser Banfield aller vers ce positif. Et moi, je voulais juste revenir sur ta difficulté parce que tu as été confronté à beaucoup de volonté. Donc, dans ce travail, c'est la première fois. Donc, il y a beaucoup de volonté d'attraper. Et donc, dans cette volonté d'attraper, il y a la neurofonction 8 qui apparaît et tu vas être contracté intellectuellement. Tu vas avoir beaucoup de difficultés à redonner le verbe juste, le mot juste, parce que tu n'en as pas l'habitude. Mais ça, c'est parce que ça commence. Au fur et à mesure, ça va s'installer. Et j'en profite pour ajouter ce que je n'avais peut-être pas dit, et je ne pense pas que je l'ai dit la séance d'avant, c'est que il y a un travail entre l'oral et l'écrit. Votre manière d'écrire va se refléter, parce que si dans votre façon d'écrire, de rédiger, vous allez chercher le mot précis, le bon synonyme, vous allez retirer les verbes passe-partout, faire, mettre et les autres mots passe-partout, ça va vous obliger à aller chercher des nouveaux mots, des mots que vous connaissez. Et quand vous êtes dans cette attitude-là, on en parlait tout à l'heure un petit peu avant, vous êtes dans beaucoup de présence à vous-même. Il y a de la conscience, vous êtes là, vous allez chercher un mot pour en remplacer un autre, et donc vous allez vous en souvenir ensuite lorsque vous serez à l'oral. Tout ça, c'est un processus qui va s'installer au fur et à mesure. Voilà, je vais essayer d'identifier. Oui, alors Carole, plutôt que de dire vous, je dirais plutôt nous, parce que je m'inclus dans l'expérimentation en permanence. Et en effet, tu as travaillé là dans fonction 8 indirectement, comme l'a souligné Serge. Tu as beaucoup insisté sur la 13 et la 12, c'est-à-dire justement ces rôles intellectuels et conceptuels derrière les rôles corporels, et puis évidemment, comme tu l'as notifié, les mouvements intellectuels. Et ce qui est interpellant, c'est quand on est dans... par exemple, plusieurs fois, je t'écoutais, et dans le choix des mots. Par exemple, tu disais je me suis observé, j'agissais comme ci, j'agissais comme ça, et je considérais que c'était pas bon. En fait, l'intérêt, il y a un moment donné, je trouve que d'ailleurs, le terme d'esprit, d'ailleurs, il faut en fait séparer dans ton langage, ça va t'aider beaucoup. Ma machine, ma biopsychomachine, associée à cela, et puis je prends conscience de. Et quand tu as cette distinction, c'est comme une énorme fenêtre dans ton cerveau de relativisation, de libération vis-à-vis du processus. C'est très important finalement ce petit mot de rien en séparation. Et pour revenir sur, quand tu évoquais, quand on est sur la neurofonction 13, sur le neuroprogramme, donc les rôles qui se jouent à travers nous, ce qui est interpellant, c'est par exemple, si on revient sur la neurofonction 6, où on travaillait sur le rôle corporel, on peut se dire, si je change de vêtements, je fournis l'effort de changer de vêtements, d'être élégant. Eh bien, cet effort de changer corporellement ce vêtement est en même temps la puissance d'être adapté, tu l'as dit sans dire, à un moment donné tu évoquais ton effort d'être attentive à ce que tu disais, pour que ce ne soit pas forcément redondant ou pas clair, pour les autres. Eh bien là, c'est la même idée. C'est-à-dire que tu peux aussi te dire,
mon vêtement intellectuel, donc les mots que je vais choisir, ils vont envelopper parfois une idée centrale et quelques mots-clés, et bien ces mots autour, je vais pouvoir pareillement leur donner une élégance. Et à partir du moment où on a cette idée de vêtements corporels qu'on va changer pour s'amuser, c'est-à-dire que je suis capable d'être habillé en telle ou telle couleur, en telle ou telle forme. Pareillement, si on peut changer les vêtements intellectuels, les vêtements conceptuels, eh bien on arrive sur une capacité à jouer, et cette capacité à jouer nous permet d'être justement, là encore, en harmonie avec ce que je viens de dire juste avant, en distance. Et donc c'est beaucoup plus facile pour nous, dans cette expérimentation-là, dans cette façon d'expérimenter, de pouvoir nous promener d'un mot à l'autre sans avoir peur de ce que tu évoquais par deux fois, c'est-à-dire se dire est-ce que c'est bien limpide ce que je dis, est-ce qu'il n'y a pas trop de passage d'un mouvement à l'autre avec finalement la même idée qui reviendrait, et puis ce que tu avais évoqué aussi, que j'ai redit il y a quelques instants, ta crainte de ne pas être assez clair et assez simple en même temps pour les autres. Je ne sais pas si ce que je te dis est nourrissant. Si, ça me permet d'approfondir aussi ce que j'ai pu essayer d'exprimer. Et pour revenir sur le concept de, effectivement, la confusion entre la machine, la biopsychomachine et le jeu, c'est une réflexion que je me suis faite pendant l'expérimentation. Et j'avais le sentiment que c'était plus facile de mettre mon corps, en fait, à distance, ou de considérer mon enveloppe corporelle comme effectivement quelque chose de pas complètement lié à moi, mais mes pensées, tout ce qui est lié à mon cortex, on va dire, mes pensées, j'ai vraiment le sentiment que c'est ma personnalité, et que c'est vraiment imbriqué avec mon moi-je. Et ça, je pense que là, l'expérimentation était plus, comme je disais, poil à gratter, parce que ça mettait en avant le fait que l'on pouvait prendre justement de la distance, être conscient de certaines choses, et qu'en étant conscient de ce qui se passait, on observait qu'on n'était pas dans une unicité, en tout cas intellectuelle et corporelle. Je l'avais expérimenté, mais intellectuelle, effectivement, c'était la première fois. Et je pense que c'est ça qui m'a perturbée à travers tout ce que j'essayais de capturer. C'était comme une espèce de petit, pas d'électrochoc, mais c'est pour ça que j'ai utilisé le terme de poil à gratter, parce que voilà, ça faisait mal de temps en temps. Ce que tu dis, je trouve ça extrêmement beau, et pour ceux qui nous écoutent après, quand il y a diffusion de ces vidéos, je pense que c'est très riche à deux niveaux. Je me souviens d'un ami qui avait arrêté le cours, de participer au cours à ce moment-là, quand on avait commencé ces travaux de nature intellectuelle, en disant mais ça touche à moi. Et justement, le moi, il est plus profond que ça en réalité. La conscience de soi, qui émerge d'une façon darwinienne de ces efforts de conscience intellectuelle, enfin corporelle, intellectuelle, et beaucoup plus loin, émotionnelle, motivationnelle, eh bien, ça nous amène à une prise de conscience d'un moi vraiment qui est là, qui a envie d'émerger, mais qui est beaucoup en dedans. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu viens de dire, c'est très fort et c'est très vrai. On a l'impression que notre façon de penser, elle est libre. C'est une vérité à notre façon de se tenir comme ci, ou comme ça, ou comme ça. Mais donc il y a le comme ci, comme ça, comme ça, intellectuel et conceptuel, qui accompagne. Mais le moment où on arrive à s'en détacher, c'est une force formidable. Et ça me permet de rebondir donc un second aspect par rapport à ce que tu dis. Il y a, on est dans l'époque de ChatGPT, on est dans l'époque où on a un logiciel bot qui est capable
de non seulement corriger de l'orthographe, de la grammaire, du style, mais même du sens, et même de proposer du sens nouveau. Quand on observe ce que ça donne, c'est impressionnant, avec 20 ans d'avance sur ce qui était programmé par beaucoup d'ingénieurs, donc roboticiens et informaticiens. Mais ce qu'il y a surtout derrière tout ça, c'est pour nous, intelligence naturelle face à l'intelligence artificielle, c'est de nous dire qu'on est en train de changer le monde. On est en train d'oublier le monde du théâtre où on pouvait se dire, comme là je parle, et je pourrais très bien me croiser les genoux, prendre un air très important, et puis avoir un stylo dans la main, un carnet, oui, nous allons discuter, voilà. Mais tout ça, ça tombe en ruine devant l'intelligence artificielle qui arrive, et ça nous oblige justement à être dans l'authenticité, hors masque, de qui est cette machine dans laquelle j'existe, dans laquelle je me réveille, et comment modifier peu à peu mon attachement, parce qu'on n'est pas encore à changer les programmes, ou ne pas les changer d'ailleurs, mais déjà se dire, je vais me détacher de ces programmes, c'est-à-dire que ce qui me semble être mon mode de raisonnement, première partie, deuxième partie, troisième partie, etc., ma façon de raisonner, alors si ceci, alors cela, tout ça, c'est pas à moi, en fait, ce sont des conditionnements. Et dans cette époque dans laquelle il nous est donné de vivre, où on a de l'intelligence artificielle extrêmement performante qui arrive, eh bien justement, on va être obligé, c'est aussi, comme tu l'as dit, c'est très poil à gratter, c'est très déstabilisant, mais en même temps, c'est magnifique, c'est merveilleux, parce que ça va nous obliger à être réels, sincères, authentiques, à enlever tous ces masques, toute cette vie fallacieuse où on croyait être soi, mais finalement, nous étions comme des automates imbibés de coutumes, de conditionnements. Et soudainement, on s'aperçoit de ah, ça pense comme ça dans ma tête, ah, ça met tel mot après tel autre, ah, il y a telle idée, puis telle autre, et jamais dans un autre ordre que ça. Et si je changeais d'ordre? Et voilà, la liberté commence à apparaître. Et je te remercie de ton apport, parce que ça nous amène en effet à revenir sur les fondamentaux. Ce travail de connectique neuronale, eh bien, est une énorme richesse pour être humain et rester humain dans le monde de robots qui va venir. Oui, moi je dirais que, pour rebondir sur ce que vient de dire Mathilde, je dirais que pour toi c'est comme une révélation. C'est pas comme, c'est une révélation. C'est une révélation de l'automate, des mots qui ne sont pas à toi, de la manière dont tu les formules. Ce que tu as dit, il y a du très beau matériel, donc ce que tu as ressorti de tout ça. Donc, il y a ces pensées qui reviennent au cours d'une conversation. Tu t'aperçois tu captures plutôt que tu as des mots de ta vie professionnelle que tu utilises peut-être dans ta vie familiale, que tu as des phrases toutes préparées qui sortent, tu ne sais pas d'où. Donc, tu te rends compte de tout ça. Je trouve que c'est très beau, c'est une belle naissance pour toi. Voilà. Alors, si on se tourne vers Laurent, vers Constantin. Laurent, oui, vas-y. Oui, j'allais rejoindre les dernières pensées. En fait, il y a une certaine léthargie d'esprit qui fait qu'on est condamné à répéter les mêmes choses qu'on a répétées les jours avant. Et l'initiative d'expérimenter avec de nouvelles façons de faire des choses, c'est aussi une façon de sortir d'une certaine léthargie, et ça pourrait aider à, par exemple, mentalement être beaucoup plus actif, peut-être aussi avoir plus d'efforts mentaux. Effectivement, comme Serge avait évoqué, en changeant les mots, en utilisant les mots-clés, en utilisant les synonymes. Ça, c'est pour moi peut-être la clé de pouvoir retrouver des forces pour affronter des nouvelles épreuves. Et alors là, quelqu'un, Antoine, disait faire des choses. Faire, on ne sait pas trop ce que c'est.
des choses, on ne sait pas non plus. Voilà, ça c'est tout à fait l'exemple de la non-fonction 13. Alors, est-ce que t'es-tu entraîné un petit peu, Laurent, à justement capturer des moments dans ton fonctionnement intellectuel pour comment ça fonctionne en moi? Alors, je dirais que la routine s'est installée. C'est exactement pour cela que j'ai réfléchi à de nouvelles façons de faire les choses. Peut-être si je prenais une habitude de faire quelque chose tous les jours à un certain moment, je ne le fais plus. Si j'ai un mode de transport pour aller au travail que je suis condamné à utiliser tout le temps, je me dis pourquoi pas faire un autre mode de transport pour aller au travail. Pour apprendre Mais alors, pardonne-moi de t'interrompre, mais alors, parlons du transport intellectuel cette fois-ci. Donc, tu vas parler à quelqu'un et au lieu d'avoir le transport, on va dire l'émotion, bon, alors je vais parler de ça, puis ça, puis ça. Et soudainement, tu te dis, plutôt que de dire ça, puis ça, puis ça, si je commençais par la deuxième idée, par exemple, je sais pas, je rencontre quelqu'un, je lui demandais, alors, ça va aujourd'hui, et ton petit chien, et ta chèvre, et puis après, bon, on arrive un peu plus loin. Est-ce qu'on peut, voilà, les chèvres, là, il y a plus loin que la chèvre. Après, c'est, est-ce que tu peux, non, c'est est-ce que tu peux m'aider pour reconstruire le toit de ma maison? Ah oui, voilà, c'est ça, par exemple. Et souvent, on s'aperçoit qu'on a dans notre cerveau des programmes, des sous-programmes. On n'est pas directement, par exemple, là, dans peux-tu m'aider pour reconstruire le toit de ma maison? On va être dans ou pas. Peux-tu m'aider à réfléchir à telle idée qui me préoccupe? C'est pareil, c'est un toit de maison, entre guillemets. Mais on va tourner autour, on va dire et ça va. Et tu as réfléchi à tel programme dont on avait parlé, tel projet dont on a commencé avant d'arriver à. Voilà, parlons du vrai sujet, de la vraie problématique. Est-ce que tu as observé ce genre de mécanisme dans ton processus cognitif? Je crois que ça revient même dans le sens que j'ai un frayeur d'essayer des choses qui sont nouvelles. J'ai toujours tendance à vouloir faire ce que j'avais fait avant ou ce qui paraît d'être le confort. Alors, je pense que des nouvelles façons de parler, des nouvelles façons de me positionner, tout ça, c'est peut-être accompagné par un frayeur parce que mon corps me dit est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire ce chose qui est nouveau, qui ne me ressemble pas? Est-ce que je ne vais pas tomber dans l'inconnu? Je trouve que je suis probablement très peur, j'ai très peur d'essayer de nouvelles choses de façon générale. Et ça, c'est un frein, évidemment, parce que sans faire de nouvelles choses, je suis condamné à répéter tout ce qui est vieux. Alors, effectivement, tu dis faire de nouvelles choses. Là, on t'a pas stoppé, Danfil et moi, mais il y a eu énormément de choses de faire. Je ne sais pas si je ne pense pas que tu aies pu en capturer ne serait-ce qu'un. Alors je me dis, est-ce que cette utilisation chez toi du verbe faire vient de ton anglais, ou peut-être l'anglais du couple? Je me permets parce que en écoutant Laurent, j'entends que Laurent, tu as déjà répondu à la question en disant quelqu'un en moi a peur. Oui. Donc, tu entends que dans ta tête, ça dit, et dans ta bouche, ça dit je vais faire des choses. Mais tu as tellement peur que tu n'as pas envie de changer le programme. Et si j'ai bien écouté ce que tu disais, voilà. Donc, la problématique, elle n'est pas comment changer, c'est plutôt comment enlever la peur qui permettra ensuite au programme nouveau, c'est-à-dire le programme j'étudie ma machinerie et peut-être je modifie ma machinerie intellectuelle. Et à mon avis, ce qui peut être, il y a deux routes que j'évoquerai, qui peut t'aider.
qui puissent t'aider, en fait, 2 routes, c'est-à-dire d'une part, la route, on va dire déjà de la suite de l'expérimentation qui va venir avec des stoppages, parce que quand tu te stoppes, tu stoppes la machine, mais tu n'as pas changé le programme, donc ce n'est pas inquiétant. C'est quand on se dit, oh là là, si je remplaçais un mot par un autre. Et j'ai bien entendu aussi dans ton discours, le début de ton discours, c'était du style, je ne change pas les mots, je ne change pas l'aspect intellectuel, déjà je me permet de changer l'aspect conceptuel. Passer par une route plutôt que par une autre, c'est conceptuellement changer une structure, ce qui est déjà, par rapport à la peur que tu as évoquée, très délicat et très courageux. Alors là, la seconde idée qui m'a traversé, c'est aussi que, en écoutant divers mots, des mots-clés, des mots qui vont être employés par nous tous ce soir, ça peut aussi déboulonner la peur, parce que précisément, on a peur de quoi? Bien, de quitter le connu pour l'inconnu. Mais si cet inconnu commence à devenir connu parce qu'on a dit, ah oui, il peut y avoir telle idée, il peut y avoir tel mot à la place de tel autre, c'est plus élégant. On revient sur une terminologie que j'ai employée un petit peu avant. Par exemple, plutôt que de dire je vais faire la vaisselle, non, je vais laver la vaisselle. Je vais faire les courses, non, je vais aller m'approvisionner chez l'épicier. Bon, ce genre de formule, finalement, on n'a pas peur, parce qu'on se dit simplement, c'est un amusement, j'ai ma liberté, je suis la conscience qui a la liberté de choisir entre A ou B. Donc là, je vois ton... Oui, mais en même temps... Attends, regarde bien le visage de Laurent. Alors Laurent, je souhaiterais ton retour. Oui, j'allais dire, évidemment, on n'est pas seul au monde, on a toujours notre entourage, alors la liberté en tant que personne qui est libre de ses actions, son jugement, ça me paraît illusoire. Mais moi, ça me fait penser que au niveau de nos personnalités, on a des structures qui sont justement soit portées par la peur, soit par la colère, soit par le désir, et en fait, ça marque des réactions automatiques et compulsives qui sont très très ancrées en nous. Et donc, ça, c'est intéressant de les conscientiser petit à petit, parce qu'en fait, ça nous permet déjà de voir que, par exemple, je prends un exemple, moi je suis plutôt structuré a priori sur la peur, donc si je suis un peu dans un état de fatigue, je vais avoir tendance plutôt à me replier sur moi. Je vais faire un effort, je vais effectuer un effort pour sortir de moi, mais aussi de chez moi. Et alors qu'une autre personne aurait plutôt une réaction qui serait différente. Il va avoir une réaction, par exemple, relationnelle, c'est-à-dire qu'il va, face à un danger, il va plutôt chercher à l'extérieur une réponse qui va amener vers lui. Et après, vous avez d'autres personnalités qui vont, par exemple, s'adapter, c'est-à-dire que quelqu'un va émettre un désir et tout de suite la personne va chercher à le remplir. Donc c'est un peu comme des mouvements de données et captées qui sont déjà tracés, et c'est pas forcément évident de les entendre, mais on est structuré ensuite autour de ça. Donc je sais pas trop. Et je pense que ça se reflète. En fait, ça se reflète dans le niveau intellectuel et mental. C'est beaucoup plus profond parce que c'est des réactions de survie au départ. C'est des choses qui sont très ancrées dans l'enfance, voire même avant, je ne sais pas trop. Mais ensuite, ça a un reflet sur l'émotion qui guide, et ensuite sur le mental qui se construit sur l'émotion qui guide. Mais bon, moi, c'est ce que je travaille en ce moment. Donc, je ne sais pas si c'est ton mot-clé, si tu veux, sur la peur qui m'a fait réagir comme cela. Je voulais juste te dire... On l'a fait, oui. Je voulais juste ajouter pour toi, Laurent, il y a effectivement tout ce qui a été dit sur la peur,
Et je voudrais te dire aussi que ce que j'ai entendu de tout ce que tu as pu dire depuis le début, c'est que tu as compris là où on voulait aller avec ce travail sur les mots. Et je t'ai entendu aussi dire que tu voulais sortir de ta léthargie et que ça allait te permettre de retrouver, c'est pas tes mots, hein, mais un certain élan, sortir de tes habitudes. Et effectivement, il y a cette opposition entre cette peur et cette compréhension globale chez toi qui veut sortir, mais il y a encore la peur. Mais là où tu avances, c'est qu'il y a la compréhension de ce qu'on te demande et là, vers où ce travail peut t'amener. Et ça, c'est déjà bien. Bon, alors, Laurent, je pense que ça répond bien à ton questionnement. Et il est vrai que la problématique aussi, c'est pour ça que tout le travail émotionnel, émotionnel, motivationnel, je l'ai placé très loin après le travail corporel et intellectuel conceptuel dans la présentation du cours général du neurocognitif en termes de travaux dirigés, parce que j'ai observé que calmer des peurs, calmer des colères, on est toujours dans les glandes surrénales, calmer la machinerie donc, qui s'emporte, et en même temps, ça a été dit par Stéphane, il est vrai que c'est vital, l'homme préhistorique, l'humain préhistorique, s'il n'avait pas eu peur du serpent, nous ne serions pas là pour en parler, il n'y aurait plus d'humains. Donc, ces émotions primaires, elles sont vitales, et en même temps, la problématique est presque un ouroboros, un serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que d'un côté, il faut développer un processus intellectuel pour pouvoir calmer les peurs et autres émotions explosives et qui nous dominent, mais sous un autre aspect, eh bien, il faut pouvoir calmer ces peurs pour pouvoir se dire je vais explorer ma machinerie intellectuelle en étant libre, distant de son fonctionnement. On ne sait pas par quoi commencer, enfin si je le sais, il faut commencer par l'aspect intellectuel, mais faut-il oser pas plonger dans la piscine parce que bon, on a trempé les pieds, puis à un moment donné, il faut glisser carrément dans l'eau et nager. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelques mots, Laurent, ou est-ce que ça te paraît bien ce qu'on a pu dire en réponse à tes questionnements Oui, ça répond. Après, j'espère que ça me donnerait un nouvel élan pour toutes les épreuves, toutes les choses que j'ai envie d'avoir le courage d'accomplir. D'accord. Alors, je me tourne vers Constantin. Je ne sais pas si tu as pu travailler un peu ou pas, parce que c'était quelques petits jours rares pour... J'ai raté les 2 dernières séances, donc je suis un peu un retardataire, mais moi je vais peut-être réagir un tout petit peu à ce qui a été dit et parler un tout petit peu de mon expérience concernant la pensée ou la posture vis-à-vis de la pensée. Je suis clairement, de manière presque intemporelle, hein, tout le temps, en train de penser à plusieurs choses en même temps. Donc, je rebondis d'une pensée à une autre. Alors, permets-moi de t'interrompre. Je reprends ce que j'avais dit pour Carole. Tu peux dire, mon cortex intellectuel rebondit d'une pensée à l'autre et je l'observe de l'intérieur, par exemple. Alors, je vais expliquer un tout petit peu mes dernières expériences, en tout cas mon expérience du jour aussi, concernant ce qu'a dit Carole tout à l'heure, le fait de s'entendre parler ou de s'entendre penser en même temps que l'on parle. Je sais pas si ça se passe comme ça exactement, mais si on parle de manière très très consciente, normalement, la pensée précède quelque part la parole. Donc le fait de penser qu'on est en train de parler et la rétroaction entre les deux fait que potentiellement on peut avoir une gêne, parce que si je pense que je parle et je parle en essayant d'utiliser ce que je suis en train de penser. Alors attends, je t'interromps à nouveau, excuse-moi. En fait, tu devrais dire je prends conscience
que mon cortex intellectuel est en train de penser et je prends conscience que mon cortex intellectuel est en train de parler. C'est pas je pense à ce que je dis, c'est je prends conscience de ce que ma machine dit. Bon, c'est mon interprétation, en effet, si on doit reparler en termes de neurocognitique, en effet, c'est cette manière-là dont on devrait exprimer les choses. Mais moi, c'est ma manière d'exprimer les choses et je comprends un tout petit peu ce que dit Carole, c'est que potentiellement, à un moment, en étant tellement conscient, en fait, de ce qu'on est en train de faire, ça en devient perturbant. Là, je reviens à ce qu'a dit Laurent, parce que il m'arrive parfois, lorsque je conduis, d'être tellement conscient que je suis en train de conduire, que ça en devient angoissant. Enfin, parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'était hier. Et en fait, j'étais tellement conscient que j'étais en train de regarder tout ce qui était autour de moi que, en fait, je me suis senti mal. En fait, je ne sais pas si c'est de la peur, si c'est de l'angoisse, si c'est du stress à ce moment-là. Mais à force d'être pleinement conscient, en fait, bah, ça en devient peut-être. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a épuisé intellectuellement. Je reprendrai ce que j'ai dit à Carole, justement. Alors, c'était pas juste des mots que je t'ai donnés, ce sont des concepts derrière les mots. Si je dis je pense à ma pensée, ça veut dire que je serai en train de réfléchir. Ah, ma pensée, c'était comme ci, c'était comme ça. C'est comme une analyse avec des mots derrière. Par contre, si je dis je prends conscience, ou comme l'a soufflé Serge à l'instant d'avant, j'auto-observe que ça pense en moi comme ci, comme ça, là, il n'y a pas de mots sur la pensée. Il y a juste un observateur neutre, sans mots, qui ne dit rien, qui observe, ah, ça pense, blablabla. Si tu te positionnes de cette façon-là, il ne peut pas y avoir l'angoisse que tu viens d'évoquer, ou le stress, ou la peur. Il n'y a pas ça. Je conduis, donc c'est une observation corporelle. Ma machine est attentive, regarde, écoute. C'est dedans, j'observe la machine corporelle. Pareil, si ça pense en moi, blablabla, quand je dis ça, ah oui, attends, maintenant je vais passer, il faut que j'évoque tel sujet, ah oui, attends, Pierre est là, donc je vais parler d'abord de tel sujet avant tel autre sujet, comme ça Pierre aura entendu, peut-être rebondir, voilà, blablabla dans la tête, mais à l'intérieur, je prends une distance et j'auto-observe que c'est en train de penser, ah, je vais dire ça, puis si, et s'il y a Pierre, et si, ceci, cela. C'est pas je pense à ceci, cela, c'est j'observe de l'intérieur que ça pense en moi à ceci, cela. Si tu fonctionnes de cette façon-là, il y a une telle distance, un tel bien-être. Au contraire, c'est même, alors je te donne des expériences qui sont dans un autre livre mien, d'ailleurs c'est une occasion de le montrer en caméra, mais dans ce livre-là, sur les bases neurales de la neuroconnectique, donc ce livre-là qui a déjà quelques années, eh bien, l'idée est extrêmement importante, elle est fondamentale, c'est de s'apercevoir que, c'est un vrai paradoxe, quand tu auto-observes que ça pense en toi, d'un côté, ça veut dire, sur le plan structural, sur le plan neuronal, tout simplement, c'est la neurobiologie, ça veut dire qu'il y a des connexions et même des réentrances neuronales extrêmement rapides, ça va très très vite, pour capturer les mots qui se disent, pour capturer les mots qui sont en train de commencer à se dire. Les prémots. C'est du 300-400 millisecondes, c'est une vitesse formidable pour arriver à capturer ça. Mais paradoxalement, quand tu auto-observes ces mots qui commencent à se dire en toi, ces prémots, puis ces mots un peu, puis ces phrases ensuite, c'est comme s'il y avait un ralentissement. C'est paradoxal, ce que je dis. Il y a une accélération et fondamentalement, il y a un ralentissement. Et ça, d'ailleurs, Constantin, tu avais quelque peu commencé à travailler là-dessus dans ton article, dans le livre collaboratif que je remonte en caméra pour ceux qui nous suivent de loin. Donc, c'est assez intéressant de, justement, approfondir cette immense liberté intérieure, cette distanciation, ça pense en moi, ou ça dit à travers mon contexte intellectuel, blablabla, et en même temps, je prends conscience, derrière les mots qui se disent, qu'il y a je qui prend conscience.
d'être tranquille. Donc, je ne suis pas inféodé à la pensée, je ne suis pas esclave de la pensée, mais c'est comme si c'était la pensée de quelqu'un d'autre. Voilà, pour simplifier mon propos. Est-ce à peu près clair ce que j'ai dit? D'accord. Ok. Bon, mais alors, je vous propose qu'on attaque le cours. Alors, d'ailleurs, on attaque, ça c'est exactement ce qui a été dit un petit peu avant, ça c'est un terme militaire. Et on a souvent des termes de métier ou des termes du passé, ça a été dit par les uns et les autres ici, qui rejaillissent, et à nous d'en prendre conscience au moment où ils se disent, et de pouvoir se dire, bien, je pourrais jouer à modifier, et justement pour prendre confiance, enfin, quel beau lapsus, pour prendre conscience, il faut prendre confiance dans la machinerie qui s'exprime, et pouvoir déjà la stopper, et donc nous allons nous y exercer, si ça vous dit maintenant. Donc, laisse la parole à Serge qui va. Donc, c'est le cours pratique numéro 7 ce soir, neurofonction conceptuelle explorée dans le désordre par stoppage transmodulaire. Et déjà, par stoppage modulaire simple, évidemment, c'est-à-dire transmodulaire, c'est-à-dire on peut dire 9, par exemple, ça veut dire neurofonction, on va dire de l'espace intellectuel, de l'espace mental, mais on peut dire aussi, plutôt que de dire 9, je peux dire, ce que je viens de dire avant, l'espace, donc soit une voie numérique, soit une voie sémantique. Dans tous les cas, on se comprend sur les termes. Et donc, Serge va pouvoir nous lire quelques petits écrits dans le livre Neuroconnectique enseignement de tel et tel de nos étudiants d'il y a quelques années, c'était publié en 2016 et publié en 2018 par les éditions donc, des Affaires européennes. Donc on a quelques richesses apportées par les uns et les autres. Je vous laisse écouter ce que Serge va nous dire. Donc auto-observation nous permettant de découvrir comment habiter nos neurofonctions conceptuelles. Donc, je vais commencer par vous lire quelques exemples de la neurofonction conceptuelle numéro 13. On rappelle le rôle intellectuel. Auto-observation par stoppage dans le désordre de la neurofonction conceptuelle numéro 13. J'ai auto-observé que mon rôle conceptuel change lorsque j'emploie des termes plus précis, moins génériques. Par exemple, lorsqu'en moi, un ça intellectuel, un ensemble de neurones préférentiels d'auto-référencement identificateur affecté à la réflexion, égale un moi-je, choisit mécaniquement de dire « je m'en fiche ». Ceci est très différent de lorsqu'un « je », J majuscule E, présent, conscient au stade 3 de veille, choisit l'expression « je ne m'y intéresse pas ». Déjà, ça c'est un bon exemple. Et on revient sur ce qu'a dit Danfi tout à l'heure avec son verbe « j'attaque ». Donc ça, on revient sur ce genre de sujet. L'utilisation de mots passe-partout provoque mécaniquement dans ma biopsychomachine un rôle conceptuel absent, vide. Au contraire, lorsque j'utilise des mots choisis, mon rôle devient conscient, présent, vivant, habité. Il m'est apparu également que le fait de choisir des mots précis a donné de la consistance à mon rôle conceptuel et m'a permis un recul, une mise à distance, que disait Danfi tout à l'heure, d'avec mes émotions. Choisir des mots précis pour casser des rôles mécanisés équivaut à un stoppage. Lorsqu'à chaque fois qu'on pressent, qu'on auto-observe en prémot, comme disait Danfi tout à l'heure, que peut-être un verbe passe-partout, le verbe faire, mettre, le verbe mettre aussi est beaucoup utilisé. Le verbe avoir qui avait noté. Le verbe avoir, oui, qui est beaucoup utilisé, va jaillir. Donc là, à ce moment-là, puisqu'on auto-observe que ce verbe est en train de sortir de ma bouche, je peux le stopper et en choisir un autre, peut-être qui n'est pas très précis pour l'instant, mais au fur et à mesure, ce verbe va devenir vôtre. Au début, il n'est qu'un verbe qui va en effacer un autre, en proposer un autre, mais ce ne sera pas le vôtre verbe à vous.
il ne vous appartient pas parce que choisi, il n'est pas encore choisi de manière, je dirais, efficace, profonde, ce que vous voulez vraiment dire. Vous voyez, il va juste, par exemple, on va prendre à la place de faire, pour l'instant, on dit beaucoup effectuer. Alors, je fais, non, j'effectue. Mais ce verbe n'est pas encore le verbe, le vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, on stoppe ou on commence à aller en fonction de bref. Alors, oui, est-ce que, par exemple, on peut chercher... On est en stoppage. Hein, donc, c'est un peu ma démarche actuelle. C'est est-ce que l'on peut chercher sous le verbe l'image précise de l'action que l'on souhaite réaliser? Parce qu'en fait, moi, mon constat actuel, c'est qu'il y a une pauvreté qui est liée à la langue, au langage. C'est-à-dire que le langage masque, cache et masque le côté précis et spécifique d'une action à effectuer. Et donc, on a tendance justement à oublier toute cette partie de prise en main au travers du langage, mais qui est lié au langage lui-même. Ce qui serait nécessaire, c'est d'inventer un langage plus spécifique. Ça serait le langage, par exemple, scientifique. Ce qui semble difficile de parler en équation en permanence, qui est déjà encore une traduction par rapport au réel. Donc, mais en même temps, déjà, ce que tu soulignes, à mon avis, c'est très riche d'employer le terme de préciser, de précision. L'effort à fournir pour être précis nous amène parfois même à inventer des mots. Moi, combien de fois j'ose curioser quelqu'un? Voilà, j'ose un nouveau mot d'action, un verbe, c'est un mot d'action. Et je trouvais très intéressant dans ton propos l'image, c'est-à-dire que en soi, en effet, on peut conceptualiser qu'est-ce qui va être porteur conceptuellement d'un mot d'action, d'un verbe. Et à ce moment-là, ça facilite ce que je sollicitais Serge, c'est-à-dire la création d'un verbe à soi. Alors, pas forcément créer vraiment un verbe comme j'écris des textes et j'évoque je voudrais vous curioser, vous rendre curieux, oh là là, quel mot bizarre, vous curioser. Mais on peut au moins prendre déjà des verbes existants et se dire qu'ils sont, ce que tu viens de dire, plus précis que je vais réaliser, je vais effectuer. Non, on est plus précis. Donc oui, alors là, je vous invite à réfléchir à deux options. Soit on attend un petit peu la suite de la lecture, soit en effet ce que suggérait Serge. Nous pouvons nous inviter les uns les autres, parce que dans Connectique, on ne peut pas travailler avec les autres au loin. On est soi-même en travail, on n'est pas une solution. Donc c'est le nous qui domine, on est ensemble. Nous pouvons donc travailler sur la neurofonction 13 maintenant. Quelqu'un parle et nous, un d'entre nous, le stop. Alors j'ai une question au niveau de l'auto-observation. Sur les 7 premières neurofonctions, on avait un aspect temporel de la capture, c'est-à-dire qu'on avait un réveil ou un appareil qui nous stoppait à un moment précis et on attrapait l'une des 7 neurofonctions. Dans le cas de cette neurofonction 13, il me semble que là, on a une notion de capteur à événement, c'est-à-dire qu'il va capter un mot et qui va à ce moment-là stopper. On n'est plus dans le temporel. Ça dépend de ta méthode de travail, parce que, comme j'avais dit au tout début, de la présentation de l'ensemble des travaux dirigés dans Connectique, on a la possibilité de se dire soit j'ai un appareil qui sonne aléatoirement, soit il sonne à telle heure, soit je décide que c'est le matin à telle heure et telle heure, je vais travailler sur moi. Donc, qu'importe la méthode en soi, l'idée, elle est de te dire que tu peux très bien, à un moment donné, décider, puisqu'on parle des mots, donc en fonction 13, c'est une fonction qui sera celle du samedi, par exemple, bien, tu peux te dire,
Et ça peut être un autre moment, parce que là, justement, on va travailler sur des stoppages. Mais si on vient sur les 2 semaines qui viennent de passer, tu pouvais te dire, le samedi, à telle heure, ça sonne, et je t'observe les mots qui se disent ou se pensent dans mon cerveau. D'accord. Là, tu t'apercevais que, oh là, mon mot d'action, mon verbe là, c'était, je vais faire un truc qui va me permettre, chemin faisant, d'avancer la chose. Bah oui, quoi. Et là, tu dis un total robot, un automate vient me parler. Et là, après, ça te donne le goût. C'est d'avancer. La sémantique. Ce que j'allais dire, il faut être conscient de ces mots pour arriver à capter l'émergence du mot faire au moment où il émerge. D'accord. Et après, tu peux te dire, je vais remplacer l'aluminium le fer par de l'aluminium. Et c'est là, quand tu le captes avant, c'est le stoppage, quand tu le captes avant qu'il sorte. Là, il y a un stoppage chez toi. Et donc, ça peut créer au début, effectivement, des confusions intellectuelles et des difficultés. C'est capté en moi à l'instant la notion de freinage et non pas de stoppage, c'est-à-dire que de l'auto-observation a posteriori, devoir utiliser un mot, donc il y a un freinage d'urgence, mais on passe le mot et on revient en arrière pour corriger. Je pense que j'en suis là. Alors, corriger, c'est pas forcément nécessaire. Hein. Si ça ne vient pas, si tu ne trouves pas le mot juste, le mot précis, disait Stéphane, c'est pas le plus grave. Mais le plus grave, le plus intéressant, disons, c'est justement de pouvoir stopper, de pouvoir arrêter. Tiens, voilà, c'est de pouvoir bloquer un mot. Tiens, je l'observe, voilà, tout simplement. Et après, peut-être, eh bien, je corrige ou je change, je modifie. Déjà l'observation du mot et le jeu dedans qui est libre et qui prête attention à ce mot. Et si tu l'entends a posteriori, donc c'est déjà bien, hein, parce que là, il n'y a pas totalement l'automate, puisque l'automate s'entend dire le verbe faire, par exemple. Donc à ce moment-là, si tu es seul, nous te conseillons d'essayer de trouver un nouveau verbe, une nouvelle phrase, reconstruire ta phrase, la changer, la modifier, pour que celle-ci s'intègre dans ton nouveau fonctionnement. Okay. Est-ce que vous voulez qu'on discute un petit peu pendant il faut discuter une minute ou deux, voilà, 120 secondes, et puis on stoppe brusquement, et là, il y a prise de conscience. Quelqu'un veut nous raconter sa journée, un sujet en particulier, son regard sur les pluies d'étoiles. Est-ce que notre soleil, notre étoile locale, passe à travers un certain nombre de géocroiseurs, notamment des météorites, et par chance, aucune ne tombe sur notre tête, tout va bien. Et pendant que je raconte tout ça, il y a quelqu'un qui veut me dire stop, et je m'aperçois que j'ai évoqué météorites et pas, comment dit-on, astéroïdes, par exemple. Astéroïdes. Mon cerveau a parlé de tombe sur notre tête et pas tombe sur nos pieds. Enfin, et c'est là qu'on s'aperçoit, comment ça fonctionne dans ma tête, ça pense ça et ça et ça, et pas ci et ça et ci. Donc on est sur la neurofonction 13, ou l'intellectuel. Quels mots sortent de notre bouche? Non, personne. Personne ne se dit, bon, je vais parler pendant 120 secondes, de 60 secondes, bon, c'est pas grave. Bon, si ça vous dit... C'est toujours difficile parce que là normalement, il est possible aussi pédagogiquement de commencer par ce travail-là en vous demandant de nous donner vos explorations des 2 semaines précédentes. Et à ce moment-là, il y a obligation pour vous de parler. Donc pour le stoppage, on peut l'organiser comme ça. Alors que là, pas mal. Alors que là, il y a du stop, donc
Alors, je vous propose qu'on avance parce que c'est intéressant, mais j'ai bien compris que vous n'êtes pas pour l'instant dans la possibilité d'y aller. Alors, si je lis la suite, je crois que c'est la non-fonction 12 qui était évoquée après. Non. Ah oui. Neurofonction conceptuelle numéro 12. Auto-observation par stoppage dans le désordre de la neurofonction conceptuelle numéro 12. Stoppage de la neurofonction conceptuelle numéro 12. Lorsque celle-ci fonctionne en boucle, quelques méthodes d'étudiants. Pour stopper les pensées récurrentes, une étudiante branche la radio dans sa tête. Un étudiant auto-observe que lorsqu'il compte dans sa tête, afin de stopper une idée fixe qui boucle, il utilise le son de chaque chiffre, mais ne visualise pas les chiffres. Quand je liste dans ma tête une série de tâches à effectuer et que ce je, pour se rassurer, ne peut s'empêcher de contrôler mécaniquement cette liste, d'un je conscient, neurofonctionnant au stade 3 de veille, le réveille ce je machinal inhérent à un neurofonctionnement limité au stade 1 de veille, en la cassant, en cassant cette liste répétée en boucle, par exemple en utilisant un autre mot que le deuxième mot de la liste, j'obtiens alors un choix, un stop. Soit ma biopsychomachine continue à boucler neurofonction 12 en 30, emprisonnant ma conscience dans une idée fixe de type trouble obsessionnel compulsif. Soit depuis un je de stade 3 de veille, alors synaptiquement activé, sort de cette boucle. J'observais un peu les uns les autres. Ouh là là là. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, je ne sais plus lequel des étudiants qui avait écrit ça, mais il est vrai que c'est passionnant. Ah, peut-être. Mais l'idée, elle est là, en effet, de se dire capturons ces boucles d'itération dans notre cerveau quand ça pense, et ça repense, et ça repense, et ça repense à une même idée. La liste de tâches à effectuer. Mince, aujourd'hui, il faut que j'ai ça. Et ça reboucle, jusqu'à temps que... Là, il y a des petits moyens, des astuces pour sortir de la boucle. Tu viens de décrire mon travail littéralement. Là. Mon travail consiste à une liste infinie de tâches impossibles à terminer. Ah oui. Il boucle. Oui, il y a une forme d'insanité, c'est un mot, ça j'ai oublié, insanity, une forme de folie dans mon travail à ce niveau-là. Effectivement, ma méthodologie consiste à écrire une liste j'utilise l'analogie de la sortir de ma tête et de la poser sur le papier pour je viens de m'auto-arrêter, pas pour faire de la place, je n'arrive pas à trouver d'autres expressions, pour créer du vide et utiliser la machine, la capacité, le CPU de la machine pour d'autres activités. Mais c'est 14 heures par jour ce que je vis tous les jours. Stéphane, tu aurais une réflexion? Oui, juste pour la réflexion que j'ai, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça, c'est que on a une capacité de mémorisation qui est infinie, en fait. Donc, c'est plutôt des freins que l'on s'auto-pose sur soi-même qui font que on se dit qu'on aurait, par exemple, un cerveau qui aurait une taille limitée. Et en réalité, il semblerait que ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Et en tout cas, dans l'expérimentation. Oui, c'est-à-dire que tu veux dire que tu as une capacité qui serait plus grande que ce qu'on suppose, donc c'est un peu comme le sac de Félix. Le sac de Félix.
connais le sac de Félix. Vas-y, là. Félix le chat, il a un sac et puis il sort des choses de son sac, même une voiture. Enfin, Ah, d'accord. À la place de sortir des choses, Mary Poppins. il sort des voitures, par exemple un navire, Des objets. des objets. Mais en même temps, quand on a une liste de tâches à effectuer, il est vrai que se dire, ah, ces trois-là sont effectués, mais il faut encore quatrième, je suis déjà passé à la cinquième, sixième, septième, mais la quatrième, il faut que je m'occupe. Et là, ça devient redondant. Ah, la quatrième. Ah, Mais là, C'est quel est le poids sur l'objet qui est dans la liste? Quel est le poids de préoccupation qui est lié à un objet particulier dans la liste? Et c'est quoi le fait qu'il pèse sur, par exemple, ton déclenchement pour amener cette action à sa terminaison? surtout qu'il y a deux valeurs. En mathématiques, il y a la valeur cardinale et la valeur ordinale. Parce que, bon, si c'est la troisième tâche qui n'a pas été effectuée, ça peut devenir redondant si cette tâche permet la tâche numéro 8, par exemple. Et tant qu'elle n'est pas effectuée, alors on ne peut pas commencer à effectuer et terminer, oui, et accompli, justement, rendu complète. On ne peut pas lancer l'octave suivante, tâche numéro 8, on ne peut pas démarrer. Oui. Je vois le grand oui. j'ai introduit la notion de combinaison et d'arrangement dans la liste des tâches avec une composante. On arrive dans la dimension n, ce qui rend effectivement la liste infinie. Mais la machine en moi, j'ai auto-observé de la rétro-auto-observation, c'est-à-dire une biopsychomachine post-processeur qui m'envoie les résultats de l'analyse des fois un jour, 2 jours, 1 mois après. Mais plus la liste grandit, plus la machine en moi passe de temps à ordonner la liste. Et donc, au lieu de changer l'idée, au lieu de changer numéro 1, numéro 2, numéro 3 et d'enlever ça de la liste, la machine passe tout son temps à vérifier que cette liste de plus en plus grande est bien dans le bon ordre. Et moi, l'auto-observateur, essayant de littéralement stopper la machine et de la concentrer sur la tâche 1 ou 2 ou 3 plutôt que de réfléchir à comment ordonner 1 à 250. Je ne sais pas si ça a du sens dans le contexte. Complètement, et en plus, par rapport au travail à effectuer pour les 2 prochaines semaines, ce sera complètement bien sur la neurofonction 12. Oui. Et est-ce qu'il y a un plaisir à effectuer ces combinaisons calculatoires dans tous les sens? Est-ce qu'il y a un plaisir à réaliser cette tâche? Non, l'auto-observateur se dit il y a une perte de contrôle, puisque plus on part dans une perte de contrôle exponentielle, c'est-à-dire on n'est pas dans une courbe linéaire, plus le nombre de tâches augmente, plus la complexité augmente au carré ou à la dimension n. Le plaisir vient d'arrêter la machine et de terminer une activité et de l'enlever de la liste. C'est ça le vrai plaisir. C'est pour ça que l'auto-observateur ici se concentre autant que faire se peut sur les 3 premiers éléments de la liste. Il y a des théories là-dessus sur le work in progress, etc., qui dit concentrons la machine sur ses activités et ce qui vient derrière n'est pas aussi important, sinon il serait dans le top 3, même s'il y a une infinité de tâches qui arrivent. Vas-y, continue la lecture, à moins que quelqu'un rebondisse. Neurofonction conceptuelle numéro 11. Auto-observation par stoppage dans le désordre de la neurofonction conceptuelle numéro 11. J'ai auto-observé que je capture avec facilité le mouvement des pensées s'autoproduisant continuellement dans ma biopsychomachine.
et plus précisément au moment du stoppage, de l'arrêt, du vide entre chacune de ces pensées en moi, du vide entre guillemets. Dans un moment de conversation entre amis, j'ai auto-observé qu'une idée pouvait revenir et interrompre le mouvement de mes idées, les idées jaillissant automatiquement dans ma biopsychomachine, mouvement conceptuel intellectuel, alors stoppé par le retour de cette idée devenue récurrente. Dans les mouvements de pensée, Quelles sont les réactions entre comme ci, comme ça, ou là. Il y a différents mouvements de pensée. Donc, tout à l'heure, Carole nous disait qu'elle passait il y avait des mouvements de pensée qui passaient du coq à l'âne, donc d'une thématique à une autre complètement différente, d'un rôle intellectuel à un autre rôle intellectuel complètement différent. Donc, les idées vont être complètement différentes. Et ça se produit aussi s'il y a une activité intellectuelle avec beaucoup d'interlocuteurs, où on doit sauter d'une idée à l'autre en fonction des interlocuteurs. Je crois que c'est toi qui le disais tout à l'heure, Amaury. Et puis, il y a donc les idées sur une même thématique, et une idée récurrente vient stopper l'idée d'approfondissement, la prochaine idée qui viendrait approfondir la thématique en cours, des idées qui sont en train de se propager, et on est en train de donner différentes idées pour approfondir une thématique. Donc là, je me capture en train de redire avec d'une manière plus précise ce que je viens de dire auparavant. Donc j'ai une idée récurrente dans mon discours. Dans la succession d'idées, donc dans les mouvements entre des idées A, B, C, D. Est-ce que c'est juste l'idée ou est-ce que ça peut aussi être le sujet de l'idée? Je te donne un exemple pour être sûr d'avoir bien compris. Dans les 2 dernières années, j'ai travaillé un peu sur l'écoute active et encore une fois une auto-observation rétrospective où l'auto-observateur se rend compte que la machine, quand elle écoute quelqu'un, rapporte le sujet à elle-même et au lieu d'écouter la personne, quand elle écoute quelqu'un qui raconte une expérience, va dire quelque chose de type ah oui, moi aussi, quand j'ai eu cette expérience, c'est ce qui m'est arrivé, ça. Et l'auto-observateur se rend compte qu'on n'avance pas dans le propos de autrui, mais on ramène le sujet à soi, et finalement, on n'arrive pas à rentrer dans l'idée. Est-ce que ça, c'est par exemple une forme d'observation de la neurofonction 11, comme tu l'as décrit? Oui, alors là, tu es en train de me décrire. Alors là, on n'est pas dans une idée qui vient ajouter donc un sens, qui vient ajouter une précision à ce qui a été dit. Donc là, c'est un retour à soi. Donc là, évidemment, c'est des idées en mouvement, mais elles ne sont pas en adéquation avec ce qui est en train de se dire. Elles n'apportent rien à ce qui est en train de se dire. Elles te ramènent à toi. Alors peut-être que finalement, ça t'apporte à toi de penser à une situation que tu as vécue, parce que ça va te relier à ce qui se dit, et dans ce cas-là, tu vas pouvoir obtenir un connu et une compréhension plus fine de ce qui est en train de se dire. Ça peut être intéressant également. Ou alors c'est juste une répétition de ce qui est en train de se dire, mais c'est une répétition à ton niveau, à ton expérience. Donc là, on peut se dire que y a une récurrence d'idées. Mais bon. La reformulation, en général, c'est une appropriation, tout simplement. Oui, c'est ça. Et notre cerveau, souvent, notre cortex intellectuel, quand il n'est pas sûr d'avoir compris, souvent on reformule. Mais ce qui est impressionnant parfois, c'est que
tu as une discussion avec quelqu'un et le quelqu'un va, par exemple, plusieurs fois revenir, reformuler, et toi-même, quelqu'un en toi se dit, mais on a déjà compris. Littéralement tourner autour du pot, comme on dit. Et tout à l'heure, j'étais en train de dire, parce qu'on était dans le choix des mots, et j'étais en train de me dire qu'il est possible, enfin moi ça m'arrive, qu'il est possible que tu sois à l'écoute de quelqu'un, d'une idée, et que tu entendes un mot qui ne te convient pas, parce que tu es dans le travail de neuroconnectique, tu es dans le travail de la neurofonction 13 du rôle, et toi tu vas changer, tu vas dire, ah, moi j'aurais dit plutôt ça, ou j'aurais précisé ça. Et ça c'est pas mal aussi. Voilà, on tendait vers la neurofonction 9, justement, pour pouvoir prendre conscience à un moment donné dans nous-mêmes que, justement, c'est en train de reformuler, de tourner autour du pot, plutôt que d'être directement dans l'essence, dans l'essentiel de ce qui se dit. Donc c'est intéressant. Et puis on peut aussi se promener sur les autres neurofonctions. La 8, on l'a évoqué tout à l'heure, ce qui nous paraît difficile à dire. Et pourquoi c'est difficile? Parce que on n'a pas les mots, parce que l'idée n'est pas habituée dans tous les cas. Comment c'est difficile? C'est difficile parce qu'il y aura tel et tel mot et pas d'autres. Il y aura telle ou telle formule difficile, donc pénible à structurer. Donc c'est intéressant de l'auto-observer quand on a un moment de stoppage et de comprendre que là, en ce moment, c'est en train de penser en moi, ça cherche une route sinueuse parce que ça n'a pas les bons raisonnements, tout simplement. Justement, là, je vais lire des exemples, enfin, pas des exemples, mais quelques phrases là-dessus. Quelques étudiants donc, ont écrit dans le livre. Expérience d'étudiants, neurofonction conceptuelle en vrac. Auto-observation par stoppage dans le désordre des neurofonctions conceptuelles, soit les neurofonctions 8 à 14. Lorsque j'expérimente un stoppage, puis une capture de mon neurofonctionnement conceptuel au moment de ce stop, dans l'instant, quelle est la neurofonction que ma biopsychomachine capture? Ces stoppages répétés réveillent ma biopsychomachine sur comment ça pense-t-il en moi. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Je suis désolé, je vais devoir vous laisser, j'ai un stoppage. J'ai un autostoppage. C'est ce que j'allais dire, y a-t-il d'autres qui ont envie de parler? Donc c'est le bon moment, là, on va se quitter. On va définir une date après, mais tu le sauras à ce moment-là, évidemment. Je regarderai je regarderai le reste de la vidéo si vous continuez. La date, non. Enfin, lui, on écrira. On écrira la date. Merci, désolé de vous quitter un peu tôt. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci pour ta contribution. Alors, qui a envie de dire plus, ou sinon, bien évidemment, on va clore et reprendre ça. Des questionnements, des demandes, tout ce qui a été dit. Pas clair, oui. Très clair, lumineux. Éclair. Alors là, par exemple, tous les mots qui jaillissaient dans la tête de Danfield, il y en a un que je n'ai pas osé dire parce qu'il est un peu philosophique, c'est lumineux, mais déjà, oui, clair, pas clair, très clair, a dit la machine dans laquelle j'habite. Lumineux, il n'a pas dit lumineux, mais il pouvait venir après. Et on s'aperçoit tout de suite, là, on a plusieurs fonctions qui peuvent jaillir. La 8, c'est des mots faciles. La 9, comment ça s'est construit. Le passage de mot en mot, s'il y avait 5 informations. Le blocage d'une, on est en fonction d'une, en fonction. On a tout de suite le panorama de ce qui vient de se penser, sans évoquer évidemment qu'on pourrait être attentif à la voix intérieure, du conceptuel, ou à l'image, s'il y a une. Par exemple, le montrer 5, et bien peut-être le chiffre 5 qui apparaît dans le cerveau. Voilà. Donc c'est aussi une astuce pour se dire, quand j'ai un stoppage, je peux attraper ça, puis ça, puis ça, puis ça. Mais pas tout ensemble. Hein. Non, pas tout ensemble. Ce serait de la bouillabaisse niçoise.
Personne. Ça vous va? C'est bon pour tout le monde. Carole, Laurent, Constantin, non? C'est votre dernier mot? Non, ça- Moi, c'est encore un peu trop vague pour l'instant pour que je puisse rebondir sur ce que vous venez d'exprimer. Enfin, je ne dis pas que c'est vague, c'est que ça n'a pas pris de forme pour l'instant en moi. C'est savoir comment je pourrais exactement me stopper, sauf à dire, voilà, je parle et je stoppe, j'essaye de m'auto-observer. Mais dans le quotidien, voilà, il faut que je puisse tester, expérimenter. C'est pour ça que là, pour l'instant, je n'ai pas de remarques particulières. Mais c'est surtout un choix. Hein. Tu vas choisir quelle neurofonction tu vas travailler. Oui, ou au contraire aussi, ce que j'ai dit juste avant, tu peux aussi, soudainement, ton réveil sonne ou un mode de stoppage, et tu entends que ça pense en toi, que tu es en train de parler par ta bouche, et là, tu décides, ah, je suis passé linéaire ou pas. Ben voilà, c'est le non-fonction 11 qui va être travaillé. Ou, ah, on sent que c'est dur à trouver les mots, là, c'est non-fonction 8. Voilà. Donc, mais dans le temps qui nous est imparti, l'idée, c'est pas de faire le stoppage sur toutes les neurofonctions. Si, quand même. si, c'est ça pendant 2 semaines. Les neurofonctions, mais voilà, mais en vrac, où on fait le choix le matin, par exemple, sur de la neurofonction que l'on veut selon étudier. ton choix. Je suis vraiment partisan de l'idée qu'on a notre non-fonctionnement individuel, donc selon ce qui te vient, selon, même si ça change, plus grande liberté, parce que c'est ton cerveau qui va lui-même choisir la bonne méthode pour toi. D'accord. Merci. Alors là, je coupe pour l'instant, là, mais pas on va garder le lien pour prendre date, mais là, je coupe pour nos auditeurs l'enregistrement.